Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous de ce premier débrief de l'Australian Open 2026 et j'ai le plaisir d'accueillir Louis Barrigan qui va m'accompagner tout au long de cette quinzaine. Salut Louis. Salut Christelle. Ça y est, la première journée se termine à Melbourne et on va pointer ensemble les faits qu'il ne fallait pas manquer. Alors ce qui est sûr, c'est que le soleil brillait sur les cours, l'ambiance Happy Slam est bien là. Et je te propose de commencer par le tableau féminin où on a déjà assisté à quelques surprises. Deux têtes de série en tout cas sont tombées. Ekaterina Alexandrova et le fait de la nuit, Marta Kostyuk. Marta Kostyuk, 20e joueuse mondiale, sortie par Elsa Jacquemot, la française, 58e. Elle avait fait une excellente début de saison, Marta Kostyuk, donc c'est vraiment une surprise. Deux joueuses d'une même génération. C'était un match très long, plus de 3h30, qui s'est terminé au tie-break du troisième. Donc 3 tie-breaks au total, 6-7, 7-6, 7-6. C'est un match simplement qui marque l'histoire parce que c'est la première fois dans l'Air Open à l'Australian Open qu'il y a trois manches décisives en 3 sets. Donc voilà, c'est vraiment le blockbuster de cette soirée. Déjà dans le deuxième set, Marta Kostyuk peut terminer en fait ce match et ne pas le faire Ouais. durer comme en 3h30. Elle peut le terminer parce qu'elle a une balle de match et elle ne parvient pas à la convertir. Et dans le troisième set, dans le dernier jeu du troisième set, ben voilà, il y a un peu ce fait marquant, c'est qu'elle va se tordre la cheville, donc elle va mettre une poche de glace. Donc on était vraiment dans un duel un peu de guerrier, parce qu'on connaît aussi Elsa Jacquemot, elle lâche rien. Elle a un peu un style de tennis à la Alizé Cornet, qui était là d'ailleurs au bord du Qui était dans cours. la tribune, ouais. Donc voilà comment ce tie-break décisif, et voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on se dit, est-ce que Marta Kostyuk va pouvoir continuer? Elle continue, et c'est un tie-break qui sera très très compliqué pour elle, parce que voilà, elle a 7 balles de break, elle n'en convertit aucune. On sait surtout qu'en WTA, on peut éventuellement vite perdre son service, mais Elsa Jacquemot a aussi très bien négocié les coups. Et pour évoquer ce match, je vais ressortir deux grosses stats. Marta Kostyuk parvient à inscrire 20 balles de break sur l'ensemble du match, elle n'en convertit que 3. Et c'est un peu la même chose de l'autre côté pour Elsa Jacquemot, qui a 12 balles de break, elle n'en convertit que 3 également. Donc voilà, c'était un peu celle qui prenait le service de son adversaire. Marta Kostyuk a un peu aussi dévié et un peu perdu le fil de son match, parce qu'elle a quand même fait 68 fautes directes, ce qui est complètement énorme en 3 sets. Elle a vraiment foiré son tie-break, Marta Kostyuk, au début. Elle a fait énormément de fautes dans le début du tie-break. Et c'est évidemment une grosse déception pour tous les amateurs qui espéraient peut-être l'avoir faire tomber une grosse joueuse du haut de tableau parce qu'elle a fait une excellent début de saison. Marta Kostyuk, elle a notamment battu 3 top 10 à Brisbane au tournoi préparatoire. Elle a battu Andreeva, Pegula et Anisimova. Donc on attendait beaucoup plus d'elle. Mais tu parlais de la cheville. Alors moi j'ai vu en direct la chute. Elle se fait strapper, tout ça, mais c'est pas comme si c'est pas Zverev à Roland-Garros, quoi. Bon, elle a quand même pu jouer son tie-break et Elsa Jacquemot a vraiment fait preuve de beaucoup d'audace dans ce tie-break. Et elle, à un moment donné, elle devait y aller, elle y est allée et elle mérite amplement cette victoire, même si elle s'est pas mal énervée sur son coach, Elsa Jacquemot, pendant le match. Elle a plusieurs fois fait des signes comme quoi il pouvait rentrer au vestiaire. Mais bon, voilà, on sait comment les joueuses peuvent être, n'est-ce pas? Oui, Et oui, alors bien oui, sûr. tu as Ouais. vu cette erreur d'arbitrage aussi. À un moment donné, à 7-5 dans le tie-break, Kostyuk court pour aller chercher une amortie. Et en fait, elle prend le filet avec son pied qui est devant la tête de l'arbitre et il ne le voit pas. Donc il accorde le point à Jacquemot. Ça n'a pas fait basculer le match, mais Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, et c'est vrai que c'est tous des événements aussi un peu externes qui ont pu éventuellement distraire Marta Kostyuk. On l'apprendra après. J'avoue ne pas avoir écouté la conférence de presse, mais ce serait intéressant de voir aussi son ressenti, parce que au niveau de l'impact psychologique, Zverev l'évoquait aussi également. Quand on tombe, on se tord la cheville comme ça, même si on n'a rien directement, on y réfléchit et on espère que c'est pas trop grave pour la suite de la saison. alors, on a Elina Svitolina qui est passée aussi. Elle a battu l'Espagnole Buxa, 6-4, 6-1. L'Ukrainienne qui aime bien cet Open d'Australie, elle en est à 12 victoires pour une seule défaite dans ce tournoi. Oui, oui, et elle n'a pas perdu un match du premier tour depuis 2013. Mais elle fait un début d'année en boulet de canon. Elle va gagner Auckland, elle enchaîne directement sur une victoire à Melbourne. Elle ne perd qu'un set sur ses 6 premiers matchs cette année. Il y aura son mari qui va jouer aussi dans la nuit, et on espère que tous les deux peuvent continuer un petit bout de chemin ensemble à l'Australienne.
Et alors Venus Williams qui fait de la résistance, 45 ans, elle était sur le terrain aujourd'hui face à Danilovic de 20 ans, sa cadette, Danilovic la Serbe, et elle a quand même bien résisté. Elle a perdu Venus Williams en 3-7, mais elle a super bien résisté. Elle prend d'ailleurs le premier set au tie-break. C'est complètement incroyable la résilience que cette femme peut avoir parce que voilà, elle se bat encore sur chaque point et c'est complètement génial. Au premier set, elle sert comme une joueuse de 30 ans qui a à plein de maturité de sa forme, j'ai envie de dire la maturité de l'âge, et elle sert à 83%, elle fait 13 points gagnants, donc j'ai l'impression qu'elle pouvait taper dans tous les sens, ça rentrait. Dans le deuxième set, elle commence le deuxième set, on a l'impression évidemment, et ce qui est normal, qu'elle a un petit coup de mou, parce que voilà, il faut accuser aussi le coup, elle s'est battue, elle a rien lâché durant ce premier set, donc elle prend 6-3 en 30 minutes, et puis elle revient dans ce troisième set, et je me dis bon ben elle va finir par gagner le match. Elle gagne 0-4 dans ce troisième set. Et puis Danilovic, un petit regain d'énergie, peut-être elle aussi indirectement. Alors on le sait, elle a de l'expérience évidemment. Venus Williams, elle se dit peut-être donc voilà, je peux me poser et terminer le match un peu tranquillement, mais ça n'a pas été le cas. Elle finit par s'incliner contre Danilovic, mais la résilience dont elle a fait preuve et cette force mentale, donc c'était très impressionnant. 45 ans. Elle a mon âge, Louis, tu t'imagines? Ouais, c'est tout bonnement incroyable. Elle s'est entraînée d'ailleurs juste après ou avant Novak Djokovic cette semaine et on a vu pas mal de vidéos circuler sur les réseaux sociaux où ce sont quand même deux énormes légendes du sport, donc c'était des chouettes images à voir. Alors il y avait un match moi que j'avais envie de voir dans ce premier tour, c'était Hailey Baptiste qui normalement devait jouer contre Vondrousova, ancienne vainqueur à Mhm. Wimbledon en 2023. Bon, finalement, Vondrousova a décidé de déclarer forfait 1 heure avant de monter sur le terrain. Et c'est Taylor Townsend qui l'a remplacé, qui était lucky loser. Évidemment, c'est pas évident comme situation pour une joueuse qui va monter et s'apprête à jouer contre une adversaire et qui en fait en dernière minute mais doit s'adapter à une autre. Et les Baptiste finalement s'en est bien sortie. Elle a gagné en 3-7. Mais bon voilà, on regrette évidemment que Vondrousova ait dû jeter l'éponge. Elle n'est pas rétablie de cette blessure à l'épaule qu'elle a contractée à Adélaïde. C'était juste Mhm. avant d'arriver à Melbourne et une carrière souvent gâchée par les blessures. D'ailleurs, Vondrousova. Alors, on avait évidemment aussi le match de la numéro 1 mondiale, Sabalenka. Elle jouait contre la jeune Sarah Rakotomanga. Difficile à prononcer. Je t'invite à le dire 3 fois de suite très vite. Euh, la jeune française, donc, qui est 5e meilleure joueuse française et qui a 20 ans et qui joue vraiment très Mhm. bien. L'année passée, j'étais allée à Rouen et j'avais eu l'occasion de la voir un petit peu jouer là-bas. Et elle avait quand même battu Lucia Mhm. Bronzetti, qui est une joueuse bien installée dans le top 60-70. Elle avait battu Jacqueline Christiane. Un petit peu plus tard, elle a décroché son premier titre WTA. C'était à Sao Paulo. Donc, elle a fait quelques bons résultats en fin d'année à Ganzhou également. Donc, elle monte. C'est une joueuse solide du fond du court qui pouvait peut-être un tout petit peu bousculer Sabalenka. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Pour finir, Sabalenka a écrasé la concurrence et le score final, je ne sais pas si tu l'as en tête, je crois que c'est 6-4, 6-2. Le Ok, premier ben set, voilà. c'est 6-4 en tout cas. Et effectivement, bah, j'ai regardé ce match parce que j'aime bien regarder Sabalenka, comme on l'a évoqué lors du premier podcast. On voit qu'elle adopte un nouveau style de jeu, ou qu'elle essaie en tout cas de varier son jeu. Et pour preuve, j'ai regardé un petit peu les statistiques après ce match parce que je me suis dit en le regardant, effectivement, elle ne reste pas sur sa ligne à essayer d'envoyer des mines en coup droit et en revers. Elle monte aussi au filet. Et c'est vrai qu'elle est montée 23 fois pour 16 points gagnants, ce qui est vraiment énorme, en deux sets assez courts, comme ça. Alors oui, c'est vrai, Sarah Rakotomanga a fait un bon premier set, en tout cas, une joueuse extrêmement Ouais. prometteuse. Mais il faut rappeler aussi que voilà, elle joue contre la reine, en tout cas la reine du moment, qui n'a perdu aucun set à Brisbane et qui continue sur cette lancée. On la voit comme ultime, évidemment, favorite ici pour cette Australian Open, et elle ne dément pas, en tout cas pour son premier tour, où on a très peu de choses à lui reprocher. Et en plus de ça, si elle commence à varier et être de plus en plus complète, bon, voilà, on se demande qui va pouvoir l'arrêter. Oui, pendant la saison foncière, à mon avis, elle a dû travailler ses attaques vers l'avant. Et ici, comme c'était, en tout cas dans le deuxième set, comme c'était
plus facile entre guillemets. Elle a pu s'entraîner un peu à le faire et elle a aligné les jeux et c'était 6-1 en fait dans le deuxième set. Ah, Je c'est viens de ça. vérifier. Ouais. Mais une autre française est tombée aujourd'hui, c'est Léolia Mhm. Jean-Jean. Elle a été éliminée par Maria Sakkari 6-4, 6-2. Je sais pas si tu as vu cette image du retour de Maria Sakkari face à Léolia Jean-Jean, c'est monstrueux. Oui, évidemment, ça a fait le tour un peu partout et elle-même, hein, elle fait ce retour qui est complètement incroyable. En fait, il contourne le filet, elle vient un peu slicer cette balle en coup droit et ça fait un effet de banana shot, donc de contourner ce filet Le piqué du pour filet, ouais. atterrir dans le terrain. Un coup incroyable, elle n'en revenait pas, elle s'est tenue directement évidemment la tête et en conférence de presse sur le terrain après le match. Elle a dit bon ben voilà, c'est un coup que j'ai l'occasion de voir sur Tennis TV, un coup que Roger Federer pouvait faire, un coup que Alcaraz fait. Et je veux aussi dire un autre mot sur Maria Sakkari qui revient, qui commence à revenir un peu. Il faut pas oublier que voilà, elle était quand même troisième mondiale, donc c'est pas n'importe qui. Et on espère vraiment qu'elle va revenir à un niveau compétitif parce que ça faisait quelque temps qu'elle avait quand même un peu plus de mal. Elle a évoqué aussi ce côté psychologique et elle avait du mal à se remettre dans le tennis. Elle trouvait que c'était voilà éprouvant, épuisant. Elle a l'air un peu de retrouver du poil de la bête, donc ça fait vraiment vraiment du bien. Ouais, ça fait un petit temps qu'elle essaye de revenir, Maria Sakkari, à son meilleur niveau. Et elle a d'ailleurs un petit copain qui est belge. Enfin, elle avait un petit copain qui était belge. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais voilà, pour la page People. Et alors, le dernier fait que j'ai épinglé aussi cette nuit, c'était ce sauvetage, entre guillemets, de Zeynep Sonmez. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a une jeune ramasseuse de balles Je l'ai vu. qui titubait un peu sous la chaleur. C'était assez effrayant d'ailleurs. Et bah, la joueuse turque s'est arrêtée, évidemment, pour aller l'aider. Et elle a finalement battu une des têtes de série aussi du tournoi, Ekaterina Alexandrova. Sonmez s'est imposée 7-5, 4-6, 6-4 face à la Russe et est au deuxième tour à Melbourne. C'est la première fois qu'une joueuse turque va au deuxième tour à Melbourne. Et donc, son joli geste a été récompensé Ouais. et on espère évidemment que la ramasseuse de balles va mieux, mais ce sont des conditions qui sont quand même compliquées pour eux et c'est pas la première fois que ça arrive. Là, dans les qualifs, j'avais vu aussi un autre ramasseur tomber devant le match, c'était le match de Lucas Vanache. Il avait aussi, Exact. il tenait plus debout. Ouais. C'est évidemment toujours choquant quand on voit ces images, surtout quand on voit justement ce ramasseur ou cette ramasseuse de balles qui essaie de tenir debout parce que Ouais. voilà, évidemment, c'est la bienséance du tennis, il faut bien se tenir, être tout droit et elle essaie de revenir, elle tombe, elle essaie de se remettre droite et elle n'arrive pas. Donc évidemment que le jeu est interrompu et ça en dit long aussi sur les conditions qu'il y a à l'Australienne. Aussi pour les joueurs qui font des matchs en 3h30 comme celui de Marta Kostyuk Ouais. et Elsa Jacquemot. Elle joue 3h30 sous un cagnard. Et donc, voilà, ça en dit long aussi sur leur performance physique et sur ce que tous ces athlètes sont capables de faire sur un court de tennis. Alors, je te propose de passer aux hommes et on va évidemment commencer par Alexander Blocks. La grosse déception, hein, en tout cas pour moi de la nuit, parce que je pensais que ce tour face à Jaime Faria était accessible pour Alexander, mais évidemment, on ne savait pas dans quel état physique il était. Il avait donc dû abandonner lors de son troisième tour des qualifs face à Jason Kubler. Il avait une gêne à l'épaule. Il avait expliqué que c'était un blocage, que ça ne Mhm. durerait que 2-3 jours, qu'il avait dû récupérer. Mais comme il a été repêché lucky loser grâce au forfait d'Arthur Cazot, il était prêt à se battre dans ce premier tour de l'Australian Open. Et pour finir, visiblement, Alex n'était pas tout à fait au top et le gars en face, le Portugais, était très solide. Donc Alex s'incline en 4-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Voilà, on aurait espéré plus d'Alexander. Oui, effectivement, il perd 6-3 ce premier set et je me dis directement que voilà, c'est mal embarqué pour lui. Il a pas l'air extrêmement bien en jambes et dans ce deuxième set, bon, il revient avec un regain d'énergie et on voit qu'il commence à mieux servir. Il va vers l'avant, il est offensif, un peu un style comme on peut le connaître. Il défend extrêmement bien, Alexander, mais on sait qu'il peut être très très efficace aussi en étant offensif. Et il le dira lui-même après. Voilà, ça s'est peut-être joué sur un jeu ou deux. Quand on regarde les statistiques des deux joueurs, elles sont extrêmement proches
En tout cas, que ce soit au niveau de la qualité de la première balle, la deuxième balle, les retours et les points gagnants. Donc voilà, c'est un match peut-être qui s'est joué aussi à l'envie. Ce que j'ai trouvé qui a un peu manqué à Alexander. Alors est-ce que évidemment sa blessure d'il y a 3 jours a joué? Il a effectué que des premières balles à 180 km/h, ce qui est un peu léger pour un joueur de son calibre et de sa taille, des deuxièmes balles à 150 km/h. Donc quand on n'est pas Ouais. forcément efficace dans le jeu, souvent ce qui nous aide, évidemment, et ce qui aide les joueurs, c'est leur première balle et leur gros service. Et ça a malheureusement pas été le cas pour Alexander, pour qui on se disait, bon voilà, c'est un tour qui est quand même accessible. Rémi Faria, c'est pas non plus un des top joueurs. Il est moins bien classé qu'Alexander. Donc on se disait qu'il y avait la place, malheureusement pas. Mais en tout cas, on voit aussi Alexander se remettre en question et avoir cette volonté aussi de progresser. Il était en tout cas pas défaitiste après son match. Oui, et je te propose d'écouter justement le son qui nous a été envoyé de Tennis Belgium. Il était au micro donc de Philippe de Wulf. Het was zeker geen slechte match. Ce n'était pas forcément un mauvais match. Je pense que de son côté, il a été très solide. Il a extrêmement bien servi. Il a fait ce qu'il fallait sur les points importants, surtout à la fin. Les 2 ou 3 derniers jeux, il a joué le feu. Beetje uit zijn reet. Denk ik dat ik zeker ervoor had getekend om Pour être honnête, j'aurais signé tout de suite pour être capable de jouer dans cet état. Ja, de laatste 2 dagen niks gedaan. Ik heb gisteren heel lichtjes 3 kwartier. Ces 2 derniers jours, je n'ai rien fait. Hier, j'ai juste tapé la balle très légèrement pendant 45 minutes avec Ruben, juste pour voir les sensations. J'étais encore un peu raide après les soins. Aujourd'hui, c'était un peu pareil. Est-ce que mon corps était au top physiquement? Non, mais c'était suffisant pour jouer et c'est un point très positif. Après, je dois admettre qu'avec l'enchaînement de tous mes matchs récents, je commence à le sentir un peu physiquement. J'ai tout essayé. Je pense que je laisse filer un jeu à 3-2 dans le troisième set et c'est là que le match a un peu basculé. Dans le quatrième, j'ai à nouveau une chance de breaker, mais il sort un super coup. Het was vrij dichtbij allemaal. Maar soms valt het gewoon langs de andere kant. C'était très serré, mais parfois ça bascule du mauvais côté. Ces 2 dernières semaines, la chance était plutôt de mon côté. Aujourd'hui, elle était du sien. Ik zal proberen om in de toekomst nog meer met overtuiging te spelen. L'avenir, j'essaierai de jouer avec encore plus de conviction face à ce genre de joueurs qui ne font aucun cadeau. C'est ce que j'ai très bien fait au deuxième set, d'où le 6-3, mais je pense que je peux le faire de manière encore plus constante. C'est en tout cas une leçon à retenir. Dus zeker iets om mee te pakken. Ik had gehoopt om hier misschien nog een paar matches te kunnen spelen, maar het is niet. Évidemment, j'espérais pouvoir jouer quelques matchs de plus ici, mais tant pis, j'ai tout donné. Aujourd'hui, ça n'a juste pas suffi. J'espère vraiment pouvoir disputer d'autres tableaux principaux à l'avenir. Normaal was het plan om Quimper nog te spelen, maar dat begint al niet morgen, maar de week daarop maandag. Normalement, le plan était de jouer à Quimper, mais ça commence déjà lundi prochain. Je pense que je vais me retirer du tournoi pour me remettre d'aplomb physiquement. La prochaine étape sera donc probablement la Coupe Davis. Alors, il y a aussi une grosse surprise. On parlait tout à l'heure de Kostiuk, mais il y a aussi une grosse surprise dans le tableau masculin. C'est cette élimination de Flavio Cobolli en 3 petits sets par le Britannique Arthur Ferry, issu des qualifications. Ça, c'est quand même une grosse surprise, mais apparemment, Cobolli était malade. Il a expliqué qu'il avait des problèmes d'estomac. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était la stupéfaction parce que voir Cobolli s'incliner en 3 petits sets contre Arthur Ferry, dont on n'a pas vraiment connaissance, c'est surprenant. Et il a évoqué en conférence de presse après: je suis triste et démoralisé. J'avais tout bien fait durant ma préparation pour être au top. Je voulais faire un super tournoi. J'ai commencé à mal me sentir 10 minutes avant d'entrer sur le court. Et pendant le tirage au sort, j'ai senti une forte douleur à l'estomac. Ce sont des choses que je ne peux contrôler. Donc voilà, c'est un match qu'on aura évidemment difficile d'analyser parce que voilà, il était vraiment absolument pas en état de jouer. On comprend effectivement sa déception à Cobolli, qu'on avait pu voir jouer pardon contre Zizou Bergs, et on sait de quoi il est capable. C'est vraiment un super joueur. Alors si je dois présenter brièvement qui est ce Arthur Ferry, il a 23 ans. Et il est britannique et français. Voilà, il a les 2 nationalités. Il est né en France, à quelques minutes de Paris.
Paris, mais il a décidé de représenter le Royaume-Uni. Ben voilà, il est né dans une banlieue parisienne, mais il a grandi en fait à 10 minutes à pied de Wimbledon. Sa maman a été 225e joueuse mondiale en 1991, donc ça remonte un petit peu. Et voilà, donc ce Arthur Ferry, ben, qui sincèrement, oui, évidemment, il a profité de la maladie de Koboli pour s'imposer, mais il est quand même, il faut le rappeler, passé par ses qualifs sans perdre de set. Il a quand même affronté Prismic et Tomic. Bon, Tomic qui n'est plus ce qu'il était, mais quand même, il va jouer au tour suivant Etcheverry. On le sait, Etcheverry qui est un Argentin, mais attention, il est extrêmement bon sur surface rapide, comme le dur, donc il faudra faire attention pour lui. Et un peu aussi pour les amateurs de foot, Arthur Ferry, son papa, c'est Loïc Ferry. Donc c'est le président du club de Lorient. Ah ben voilà, vous saurez tout avec Louis, multi fan de sport. Oui, et Thomas Martin Etcheverry t'en parlait à l'instant. Il a été auteur du premier match en 5-7 de cet Australian Open. Il a éliminé Miomir Kekmanovic et c'est vrai que c'est un super joueur, Etcheverry. Je l'ai déjà vu à l'œuvre à Bordeaux. C'est vraiment un bel athlète, un beau joueur. Il a gagné face à Miomir Kekmanovic. Ça passe aussi pour Alexander Zverev qui sur papier n'avait pas un tirage si facile contre le Canadien Gabriel Diallo, mais pour finir ça a été relativement facilement. Il a gagné en 4-7, même si le premier Diallo était très bon. Il a vraiment poussé Zverev dans ce premier set, il a réussi à aller arracher le tie-break Diallo, mais après il s'est effondré et il n'a plus rien fait de très bien malheureusement, et voilà, il a perdu les 3 sets suivants. Oui, dans ce premier set, bon, effectivement, Diallo a très très bien joué, mais Zverev le dira après sur le court directement en interview d'après-match. Il ne parlera même pas de ce premier set parce qu'il dit qu'il a été complètement catastrophique. Et effectivement, on a retrouvé un peu le Zverev qu'on n'aime pas voir, qui est passif, attentiste, qui ne monte pas au filet, qui n'ose pas taper dans cette balle. Donc Diallo, évidemment, s'est engouffré et en a profité. Et le numéro 3 mondial a su directement se mettre sur les rails et a retrouvé son niveau de jeu. Il a fait qu'une bouchée après de Diallo, qui est néanmoins un très très bon joueur. Ouais. Voilà, c'est un peu le disciple, en tout cas, de Félix Auger-Aliassime. Félix le considère comme son petit frère. On voit aussi des similitudes dans leur jeu, mais voilà, c'est pour le coup, cette fois, Zverev, c'était trop fort. Et il y a eu trop de déchets dans le jeu du Canadien, 46 fautes directes contre 22 pour Zverev. Et puis en face, Zverev qui a aussi super bien servi. Il a perdu très peu de points sur son service, 84% de points gagnés derrière sa première balle. On voit qu'il a beaucoup travaillé ça, à mon avis, dans l'intersaison. Par contre, il a expliqué que oui, il essayait de jouer vers l'avant, que tout le monde lui disait, que les journalistes n'arrêtaient pas de lui rappeler qu'il ne jouait pas assez vers l'avant, qu'il en était conscient, mais que c'était pas toujours possible de le faire. Le moment était assez sympa lors de son interview d'après-match. Et il faut savoir aussi que Diallo n'a jamais battu de membre du top 5 ni du top 10. Donc c'était pour lui un sérieux challenge qu'il n'a pas encore réussi pour le moment, le jeune Gabriel Diallo. Alors je regardais mon écran pendant qu'on discutait. Carlos Alcaraz vient de se qualifier en 3-7. Il s'est fait un tout petit peu peur dans la deuxième manche face à l'Australien Adam Walton. Mais pour finir, 6-3, 7-6, 6-2. Carlitos a l'air bien en jambes. Il commence bien cet Australian Open et on se demandait comment il allait être sans Juan Carlos Ferrero. Mais là, pour le coup, ça a l'air d'aller. Oui, non, ce premier match, c'était qu'une formalité pour l'Espagnol. Et on l'a vu aussi, je trouve qu'on le voit aussi à son état mental. Avant le tournoi, il y a eu une série de, voilà, le One Point Slam. On l'a vu en tout cas extrêmement épanoui sur le bord du terrain, très très heureux. Et comme tu le dis, on pouvait aussi s'inquiéter et se demander ce qui allait se passer sans son entraîneur de toujours, Juan Carlos Ferrero. Et il en a parlé d'ailleurs en conférence de presse parce que évidemment, c'est un sujet qui a monopolisé l'ensemble des débats. Et il a dit, voilà, je vais citer ces mots: on a décidé d'un commun accord que l'on se séparait. Après 7 ans avec Juan Carlos, j'ai beaucoup appris. Grâce à lui, je suis le joueur que je suis maintenant. Nous avons fermé ce chapitre mutuellement. Alors ça, moi, je voulais un petit peu intervenir sur cette déclaration de Carlitos, parce que j'ai lu une interview dans le journal Marca en Espagne de son coach, Juan Carlos Ferrero, qui ne semble pas vraiment être sur la même longueur d'onde que Carlitos. Et je reprends ces mots également, tout semblait bien se passer. C'est vrai qu'à la fin de l'année, il faut revoir des choses au niveau des contrats en vue de l'année suivante. Il y a eu des désaccords. J'en ai parlé avec Carlos et il était au courant.
Son entourage pense à ce qui est le mieux pour lui et moi pour moi. Il aurait été possible de régler les choses si nous étions assis à une table, mais ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, il y a une dissonance au niveau de ce que les deux peuvent dire. Mm. On s'y interroge un peu parce que Juan Carlos, ben, on le voit extrêmement touché. On Ouais. sait qu'on a proposé à Juan Carlos d'être l'entraîneur d'un joueur dont on n'a pas le nom, mais il a directement dit non. Et pourquoi? Parce qu'il veut être tranquille et il a un cœur. Donc, il souffre un peu de cette situation. Et c'est peut-être pas tout rose comme veulent faire croire en tout cas Carlitos. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué en fin d'année, c'est quand Carlos Alcaraz a posté un peu un review de son année 2025 sur les réseaux sociaux avec des photos à swiper et il n'y en avait aucune de Juan Carlos Ferrero. Bon, j'ai vu très vite dans les commentaires et tout que les gens étaient un peu outrés et c'est vrai que je comprends pas pourquoi écarter une personne qui a été aussi importante dans sa vie. J'ai pas trouvé ça très élégant de sa part. Oui, c'était un peu regrettable, mais bon voilà. Maintenant il est entouré de la même équipe. Hein. Il n'y a pas grand chose qui a changé. C'est la même équipe qui le suivait déjà, son frère et puis son manager. Et alors il y a Samuel Lopez qui donc était le bras droit de Juan Carlos Ferrero, qui est aujourd'hui son coach principal et qui est vraiment bien connu dans le milieu, qui est quand même un coach très renommé. Il a commencé très très tôt. Hein. Il avait 23 ans. Et il a de belles références. Rien que pour les petites anecdotes, pour les plus anciens s'en souviendront en tout cas, c'est Guillermo Garcia Lopez qui l'emmenait déjà en voiture dans les différents futurs qui pouvaient jouer en Espagne. Il a également entraîné Almagro, il a conduit Carreno Busta dans le top 10, où Carreno a fait 2 demi de Grand Chelem et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Mm. Et il a toujours eu cette relation très fusionnelle en fait, Samuel Lopez. C'est pour ça aussi que je comprends qu'Alcaraz n'ait pas complètement changé tout son staff et qu'il ait gardé ce monsieur à ses côtés parce que voilà, il a eu un côté très psychologique avec tous les joueurs par qui il est passé. En tout cas, c'est ce que ces joueurs disent. Et voilà, je vais raconter une petite anecdote avec Garcia Guillermo Lopez, un petit déclic en fait. Il avait du mal, Guillermo Lopez, à rentrer dans ses matchs, à se donner à fond, à aller pleine puissance comme il pouvait le faire à l'entraînement. Et Samuel Lopez a eu l'idée de demander à Garcia Lopez quelle était sa pâtisserie favorite. Donc ça s'appelle des Miguelitos, c'est une pâtisserie de son village. Et c'est bête, mais ça a fait un déclic et il lui a dit bon ben voilà, maintenant dès que tu vas envoyer un coup droit, tu m'envoies un Miguelitos. Donc tu frappes de pleine puissance pour en fait redécouvrir cette sensation de bonheur que Garcia Lopez pouvait avoir en mangeant un Miguelitos. Ben, c'est cette sensation de bonheur qu'il avait quand il frappait fort dans la balle. Donc c'est pour dire à quel point il pouvait aussi débloquer des petits moyens techniques et psychologiques pour que ces joueurs se sentent mieux sur le court. Et Miguelito, si ça pouvait être si simple, moi je veux bien te donner le nom de ma pâtisserie préférée, mais je suis pas sûre que ça va me permettre d'envoyer des parpaings en coup droit, quoi. Ben oui, moi ma pâtisserie préférée c'est les petits choux, donc ça le ferait pas trop si mon entraîneur me dit envoie-moi des petits choux, ce serait bizarre. Alors, il y avait aussi Bublik, notre ami Bublik, qui jouait ici ce premier tour aujourd'hui. C'était contre Jenson Brooksby. Alors, on se disait que ça allait peut-être être un match, voilà, d'un côté, l'imprévisible absolu de Bublik, capable du génie comme du chaos. De l'autre, un joueur super structuré qui aime bien casser le rythme et user un peu mentalement ses adversaires. C'était vraiment une opposition de style, mais finalement, Bublik ne s'est pas laissé bousculer. Victoire en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Et il affrontera au prochain tour Marton Fucsovics. Ça passe aussi pour Corentin Moutet. Il a gagné face à Schoolgate, sous les sifflets d'ailleurs du public australien, parce que il a fait du Moutet. Il a servi à la cuillère sa balle de match. Et ça n'a pas plu énormément. La provocation n'a pas plu au public australien qui l'a manifesté. C'est le premier Français qui se qualifie, contrairement à Kirian Jacquet, qui lui a été sorti cruellement en 5-7 par Emilio Nava, un Américain. Et même sort pour Benjamin Bonzi, qui lui a été sorti dès le premier tour par Cameron Norrie en 5-7 également. C'était aussi un combat assez compliqué. Et donc, ils étaient 14 Français au total dans ce tableau. Il y a encore donc Muller, Alice Rinderknecht, Arthur Géa, Valentin Royer, Terence Atman, Hugo Humbert, Gaël Monfils, Adrian Manarino, Giovanni Mpecci Pericard et Hugo Gaston. Ils ont toujours une belle ribambelle de joueurs dans le top 100. Donc, j'espère pour eux qu'ils iront loin en Grand Chelem cette fois-ci. Voilà, pour les résultats de la journée, on arrive au bout de ce qu'on pouvait vous partager. Et je terminerai par la qualification de Francisco Cerundolo en 3-7 face à Xingzhen Zhang.
Rappelez-vous, c'est lui qui avait battu Zizou Bergs à la United Cup. Et donc, son coach, Pablo Cuevas, ancien joueur, doit être heureux de voir Francisco Cerundolo au second tour. Oui, il y a aussi la victoire en 3-7 de Frances Tiafoe contre Kubler. On rappelle Kubler qui Ouais. avait éliminé Alexander Blocks, enfin, qui avait dû en tout cas se retirer. Donc voilà, Frances Tiafoe qui rentre aussi bien dans son tournoi, on le sait, c'est un joueur qui est capable de tout, du pire comme du meilleur, et il est aussi fantasque sur le court, donc ça fait du bien aussi de le voir avancer dans cet Open d'Australie. Oui, jamais très régulier, jamais très constant, hein, Frances Tiafoe. Et on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et il a pas vraiment cette constance que peuvent avoir d'autres joueurs du top, mais il est aussi capable de sortir d'énormes tournois, d'embêter vraiment les plus gros joueurs. Je n'ai pas regardé encore quel était son prochain tour, mais j'ai hâte de voir ça. Eh bien, Francisco Tiafoe, il va jouer un autre Argentin, c'est Francisco Comesiana qui se dresse maintenant sur sa route. Ce sera pour mercredi. Et puis demain, eh bien, c'est Elise Mertens qui débutera son Australian Open. Elle jouera face à la Thaïlandaise Lanlana Tararudi. C'est une joueuse qui a franchi 3 tours des qualifs en battant Sofia Kostoulas, Aret Dart, ancienne top 50, et Lily Tiger, vainqueur du dernier Roland Garros Junior, une jeune joueuse qui est de la génération de Jelen Van Drome. C'était un tour piège pour Elise Mertens parce que la dernière fois, en tout cas à Roland Garros, quand elle avait joué contre une joueuse qu'elle ne connaissait pas, à savoir Loïse Boisson, eh bien, elle avait perdu dès le premier tour et c'était plutôt inattendu. Donc, il ne faudra pas qu'Elise Mertens se laisse prendre au piège de cette Thaïlandaise Tararudi. Et le tennis thaïlandais, bah oui, qui est en vogue dans cet Open d'Australie, Mananchayasa Wangkaev, j'espère bien le dire, qui a inquiété Emma Raducanu. Apparemment, elle a un tennis qui est vraiment extrêmement intéressant à avoir joué. On le sait, toutes ces joueuses aussi thaïlandaises, même indiennes, ont un tennis qui est parfois particulier, dont on n'a pas l'habitude de voir. Donc on se réjouit de la voir cette année en tout cas, et pourquoi pas percer et rentrer dans le top mondial. Oui, c'est une auditrice de Je sais des podcasts qui m'a fait savoir que il fallait absolument aller voir les highlights de ce match contre Emma Raducanu parce que elle On le avait un fera. tennis assez flamboyant. Donc on va aller checker ça. Évidemment, les premiers jours comme ça en Grand Chelem, on n'a pas le temps d'avoir les yeux partout. Ça joue partout. Les résultats arrivent de toutes parts. Donc je remercie infiniment David Dessourou, Maxime Descamps et toi, bien sûr, Louis, qui m'avait aidé à préparer ce podcast. On se retrouve demain pour faire le débrief de la deuxième journée. Je te souhaite de te reposer un peu ce dimanche, Louis. Oui, oui, bah il fait beau, donc ce sera petite promenade et après petite sieste. Ouais, grosse sieste. Et moi, je vais aller préparer tout ça pour que ce soit dans les oreilles de nos auditeurs très rapidement. Je te remercie beaucoup et je te dis à demain. Ciao, ciao. Merci beaucoup Christelle, à demain.